Bonjour à tous, je suis Dricia Bouchiwa et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du MBA MCI. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Christophe Stern, fondateur et CEO de Stern Tech. Christophe, merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours qui me semble fabuleux? Merci Dricia pour cette opportunité et puis bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Christophe Stern, j'ai comme parcours académique un diplôme de sociologie où j'avais fait pas mal de psychologie aussi dans ma carrière et effectivement j'ai commencé à travailler dans fin des années 90 et donc je me suis retrouvé à faire de l'informatique puisque j'en faisais de manière autodidacte depuis mes 10 ans. Mais c'est vrai que fin des années 90, on recrutait, c'était la bulle Internet, hein, on recrutait beaucoup de non-informaticiens pour en faire. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai bifurqué, que je me suis retrouvé avec une double compétence sciences cognitives, que je faisais de la sociologie cognitive à la base, donc qui intègre de la psychologie, avec de l'informatique. Ça n'a rien donné du tout pendant 15-20 ans à peu près puisque Ok. les systèmes n'étaient pas vraiment faits pour intégrer de la psychologie et de la sociologie, mais surtout depuis qu'on a dépassé un petit peu la période digitale, je dirais autour des années 2010, on a commencé à avoir des systèmes qui étaient capables d'être un peu plus intelligents que ce qu'ils étaient avant, donc dépassant la simple algorithmique. Et déjà, on avait pu, depuis les années 2000, à intégrer des systèmes mathématiques complexes. Et donc, moi, de mon côté, j'avais pu intégrer de la sociologie et de la psychologie. Et donc, depuis 20 ans à peu près que je travaille dessus, il y a seulement depuis, je dirais, 2022, vraiment, qu'on arrive vraiment à faire un mix de tous ces domaines et qui sont des sujets, moi, que je trouve passionnants parce que donner des capacités de sociologie, mais de psychologie, de neurosciences à des systèmes dits d'intelligence artificielle, on voit que ça ouvre un nouveau champ de possibilités qui est vraiment très intéressant en tout cas. Oui, et qui est infini, surtout pour l'avenir. Oui, Et moi, complètement. c'est ta page d'accueil qui m'a énormément intriguée, que j'ai adorée. Euh, Quand on arrive directement, on tombe sur n'abandonnez jamais vos rêves. Et, et vous rêviez de lire dans les pensées quand vous étiez enfant. Sterntech transforme ce rêve en réalité dans de nombreux secteurs d'activité. C'est une accroche super forte. Et qu'est-ce que tu as voulu exprimer à travers cette promesse? Comment est-ce que tu passes justement de cette vision très imaginaire à des usages très concrets pour des entreprises à travers tous les services que tu proposes au sein de Sternbeck? Alors, la question est bonne parce que ça va pas de soi. Aujourd'hui, c'est plus facile. On crée des produits, on a des verticales métiers. Et tout le monde trouve ça super clair. Donc, on a une verticale pour le recrutement, une verticale pour les études de marché et d'opinion, et on a intégré une composante analyse sensorielle qui est intéressante, qui marche vraiment très bien. Donc, en gros, c'est ce qu'on pourrait appeler du neuromarketing, mais comportemental. On va mixer de la psychologie avec de l'IA et ce qu'on faisait en neuromarketing, mais uniquement par caméra, donc de manière non intrusive. Par caméra, et par micro. Parce qu'évidemment, on va pas demander aux gens de mettre un EEG connecté ou ce serait trop Oui, compliqué. oui, c'est l'électroencéphalographie qui relève plus du laboratoire. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai qu'en laboratoire, le neuromarketing existe depuis déjà un petit moment, mais de le faire appliquer au comportement de l'utilisateur en direct, c'est assez nouveau et c'est parce que on a des possibilités qu'on a aujourd'hui avec les systèmes d'aujourd'hui qu'on n'avait pas hier, hein, tout bêtement. Donc ça ouvre encore une fois le champ des possibles. Donc je disais, ça va pas de soi en fait notre logiciel, puisque à la base, moi, ce que je voulais faire, parce que c'est comme ça que je l'expliquais en 2019,
effectivement, je me rends compte aujourd'hui que c'est incompréhensible. Je disais, on faisait un embryon de cerveau cybernétique. Donc, un embryon de cerveau cybernétique, c'est quoi? C'est en gros ce qu'on essayait de faire, c'était de reproduire une IA synthétique qui traite la donnée de la même manière qu'un cerveau humain. Donc, on va reprendre les fonctions cognitives qui sont définies en neurosciences hein, depuis des années et des années. Donc, le cerveau, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur le cerveau. Je crois qu'on connaît même à peine 1% des secrets de son fonctionnement aujourd'hui. Par contre, à un niveau de science cognitive, on sait décrire ce qu'il est capable de faire par des fonctions. Et ces fonctions, ben, nous, en informatique, on sait les coder. Et c'est comme ça qu'on a développé de manière très manuelle, hein, à partir du système expert, donc la version très ancienne de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on a développé des petits systèmes experts qui permettaient de déterminer le niveau d'attention, donc où est-ce que je suis concentré, la perception de l'environnement. Est-ce qu'on va être dans un environnement stressant ou hypnotique, par exemple, quand on roule sur l'autoroute, ce genre de choses. Également, la gestion de la mémoire, court, moyen, long terme, les niveaux de langage, et un petit module qui est très sympathique, qu'on connaît très bien en neurosciences, qui s'appelle les fonctions exécutives. Parce que les fonctions exécutives, en neurosciences, ça décrit toute la gestuelle qui est faite automatiquement. Par exemple, je vais avoir soif. Si j'ai un verre d'eau à côté de moi, je peux même très bien ne pas tourner ma tête vers le verre d'eau, je le vois du bord de l'œil, je prends mon verre d'eau, je le prends. Et tous les gestes que je vais faire sont des gestes automatiques pour combler mon besoin, si je reprends des termes plus psychologiques, qui est un besoin physiologique de devoir boire. Et pour un ordinateur, il y a un vrai intérêt, puisqu'un ordinateur, lui, il va capter, si j'essaye de coder la gestuelle, par exemple, il va capter toutes les coordonnées de mon corps. Et donc, bah, dès que je vais bouger les yeux, bouger le bras, bouger la main, donc on imagine tout le paquet de données que ça va générer simplement de boire un verre d'eau. Et en fait, ce module de gestion des fonctions exécutives est capable de traiter, enfin notre système est capable de traiter toutes ces informations uniquement en mémoire volatile sur le terminal du client. Donc on n'envoie pas, en plus ça respecte RGPD, les AI Act, d'autant plus qu'on n'envoie aucune donnée sur Internet, ça s'exécute d'autant plus vite qu'on n'a pas de connexion Internet. Il exécute donc en local et il va traiter toutes ces données mathématiques et il va arriver à déterminer par un modèle probabilistique et mathématique, hein, le secret est surtout dans le modèle mathématique, très complexe, euh, qui fonctionne par couches. Et donc, on va arriver à déterminer différentes couches. Par exemple, on est dans un cas d'usage visio, cas d'usage où nous sommes en train de discuter et nous sommes deux personnes. Et puis, on va arriver à un moment où j'ai un besoin. Le besoin, c'est de boire. Et donc, je vais prendre ce verre d'eau pour le mettre à la bouche. Toutes ces coordonnées qui seront liées au cas d'usage, une fois qu'il aura compris que c'est bien ce que j'avais fait en mémoire, et ben en fait, il va pouvoir les oublier complètement puisqu'il va retenir que ce qu'un être humain va retenir, à savoir, il avait soif, il a bu à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il a bu parce que, et là, on peut avoir un lien avec la psychologie, la personne a eu de l'appréhension et que d'un seul coup, il a eu la gorge sèche? Donc, il y a un lien, il peut y avoir un lien, Oui. ou alors tout bêtement parce qu'il n'a pas eu le temps de bien boire à déjeuner et que en parlant, et ben, du coup, la gorge s'assèche naturellement. Donc, en fait, on est sur un processus physiologique finalement assez banal. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ça va pas de soi du tout de le vendre, parce que c'est un marché d'ailleurs, on a été beaucoup aidé par le Gartner, hein, je les remercie tous les jours, et ils évaluent exactement la problématique qu'on rencontre, qui est que il faut pas avoir trop d'avance sur la concurrence, parce que ça veut dire que le marché n'est pas mature, et qui dit que le marché n'est pas mature, on doit faire énormément de travaux d'adaptation de nos outils, de simplification et de vulgarisation. Ah, Donc, tu as euh, devancé certaines de mes questions. pardon. Voilà la maturité justement de ce marché, parce que moi, à travers, en faisant ma thèse, j'ai découvert qu'on était encore loin d'une maturité de marché, et notamment sur le marché français. Oui, Le oui, marché est oui, beaucoup plus mature aux aux États-Unis, par États-Unis. exemple. Ouais, ouais, complètement. Bah, enfin, franchement, les États-Unis, c'est le paradis du marketing. Et donc, le neuromarketing, il y a un écho parce que
ils ont une approche en plus de la recherche qui est très pratique. Eux, ils font de la recherche appliquée de manière assez native dans beaucoup de grandes entreprises, alors que nous, on fait de la recherche fondamentale et c'est justement la problématique. Donc moi, au niveau de notre entreprise, on a créé des partenariats avec des organismes de recherche. Et pourquoi j'ai choisi tel partenariat plutôt qu'un autre? Alors déjà, c'est parce qu'il fallait bien déjà qu'ils acceptent, mais surtout, parce que c'est un choix mutuel, mais surtout, dès le début, on s'est dit, on veut faire de la recherche appliquée, c'est-à-dire quelque chose qui va pas mettre des mois ou et encore moins des années. Et la recherche en France universitaire est souvent, enfin trop souvent en tout cas, trop liée à de la recherche fondamentale. Et donc la recherche en prototypage, en hypothèse, prototypage, confirmation de théorie et passage à un niveau de produit un petit peu plus complexe de manière enchaînée n'est vraiment pas évidente avec la recherche française, et alors qu'on a des chercheurs vraiment d'un niveau extraordinaire, hein. Et je pense que c'est ce côté business qu'on n'a pas, et ce qui fait que côté États-Unis, eh ben justement, tout ce qui va être neuromarketing et neuromarketing comportemental, même si au niveau comportemental, la France, pour moi, est un des pays les plus avancés, hein. C'est à l'inverse, on a la Chine qui est un des pays les plus reculés, parce que c'est quelque chose qui est très peu développé chez eux. Les États-Unis sont au milieu justement parce que le côté analyse, même s'ils ont des théories psychologiques très avancées, mais à mon sens, bon, ça, je pense que c'est mon côté français, on est influencé par notre culture, je trouve qu'ils sont trop manichéens en fait dans leurs analyses. Et nous, on est plus nuancés, et c'est toute cette couleur de nuance fait une finesse d'interprétation qui est plus pertinente. Alors évidemment, nos systèmes du coup sont plus longs à intégrer, parce que qui dit moins manichéen, plus subtil, plus long à développer pour gérer toutes ces subtilités. Mais là, je vois depuis 2019, en fait, la société, je l'ai créée en 2022, depuis 2019, on travaille dessus. Depuis 6 ans qu'on travaille dessus, on a pu sortir vraiment les premiers logiciels compréhensibles du grand public et à peu près autoporteurs que depuis le mois d'octobre dernier. Donc c'est 5 ans et demi de développement pour arriver à faire. Et effectivement, les Américains feront jamais ça. Les Américains, ils font 3 mois de développement, ils mettent un prototype, ils lèvent des fonds, 3 mois de développement supplémentaire, ils mettent une première version. Ils sont vraiment orientés business et nous, pas du tout. Donc là-dessus, ils ont une vélocité qu'on est très loin d'atteindre. Mais pour ma part, je pense que le neuromarketing, justement, augmenté par l'IA, ça, après, ça ne me regarde que moi, mais ça va être aussi, ça va faire partie intégrante du marketing des années à venir. Je suis C'est, complètement d'accord avec toi, mais complètement. Je sais par exemple, tu as Ipsos qui a travaillé sur les données synthétiques. Et pour arriver parce que la problématique en marketing, c'est vrai, c'est de faire passer tous ces entretiens. Et donc nous, on y répond d'une certaine manière, qui est qu'au lieu de... Alors aujourd'hui, la manière de faire, pardon, je fais une digression, mais aujourd'hui, la manière de faire, je trouve, elle est très pathétique. C'est-à-dire de dire à des panélistes qu'on va payer 1 ou 2 euros en bon d'achat, qui pourront retirer par tranche de 10 euros. Enfin, en général, c'est des conditions un petit peu comme ça, hein, je grossis un peu le trait. Leur dire, vous allez répondre à une enquête qui va durer un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, le panéliste se rend compte que s'il arrive à répondre en 1 heure, ce sera déjà un grand miracle. Ben, ça fait quoi? Ça fait qu'à la fin, en fait, le panéliste, il bâcle. C'est tout ce que ça fait. Et nous, on a des très bons résultats, rien qu'au niveau des analyses quantitatives, uniquement parce que on monopolise les panélistes sur une période de 5 à 10 minutes. oui, En fait, ouais, c'est ce que j'ai vu pour Pegasus, qui est pour comprendre votre marché en 5 minutes avec Pegasus, c'est comme ça que tu le vends. Ben justement, me permets de rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que ça, moi, je trouve ça génial, mais comment ça fonctionne? oui. Alors, à la base, ben, notre technologie est homogène sur les différents cas d'usage, et c'est juste qu'on va l'intégrer de manière un petit peu particulière. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on capture énormément de signaux par la caméra, par la voix.
et qu'aujourd'hui on a des traitements des signaux qui sont assez pertinents. Par exemple, quelque chose de tout bête, on peut détecter la lumière ambiante et donc requalifier, retraiter l'image pour qu'on puisse avoir une meilleure visibilité, par exemple, des mimiques de la personne, donc ce qu'on appelle en psychologie les action units, le fait d'avoir des mouvements reconnaissables du visage. Donc on a plein d'algorithmes comme ça. En fait, on a intégré une cinquantaine de ce que moi j'appelle des moteurs cognitifs, qui sont des moteurs qui vont détecter les mouvements reconnaissables du visage, si je bouge les yeux, donc l'eye tracking, des gestuels vraiment particulières. On a d'autres logiciels qui sont plus modernes, qui reposent sur de vraies théories scientifiques. Il faut savoir par exemple qu'une caméra voit en moyenne 2 fois plus de couleurs que l'œil humain. Sauf que sur le spectre des couleurs de notre peau, donc de très blanc à très noir, la caméra voit 40 fois plus de couleurs que nous. Et Ok, c'est utile, pourquoi? Parce que, ben, en fait, elle voit la vascularisation, elle voit les rougeurs sur le visage qui va changer, que nous, on ne voit pas. Bon, en même temps, ce serait perturbant, parce que si on se voyait changer de couleur régulièrement, ce serait très perturbant. Et donc, tous ces capteurs, donc toutes ces données qu'on a, alors évidemment, on a développé des moteurs d'analyse psychologique, beaucoup basés sur le langage, l'ordre des mots, la place des mots. Donc, on travaille avec des psychologues, des neuroscientifiques, des linguistes. Ce qui fait qu'on ne peut pas porter une langue facilement. Voilà, on n'utilise pas un algorithme de traduction, ça marche pas du tout, en tout cas dans notre cas. Euh, et donc, toutes ces données, on collecte des milliers de données par demi-seconde et on l'intègre dans un modèle mathématique qu'on a développé en partenariat avec des organismes de recherche et c'est ce modèle mathématique qui fait qu'on traite les données en mémoire et avec notamment le module des fonctions exécutives qui va faire qu'on va traiter de la donnée en mémoire volatile et qu'on va supprimer beaucoup de données pour transformer tous ces paquets de données en données qualifiées, vont faire qu'on va être beaucoup plus rapide dans le traitement et qu'on est capable d'analyser en temps réel et à la fin émettre un avis en à peu près 2 à 3 minutes sur une analyse vraiment assez profonde d'accord. du comportement. Moi, ça me semble génial. Et justement, est-ce que tu peux nous partager un exemple concret de projet que vous avez mené chez Stern Tech et quels résultats vos clients ont obtenus grâce à ce neuromarketing augmenté par l'IA? Oui. Je suis bloqué par mes NDA. Je suis bloqué par mes NDA. Mais disons que pour un grand parc à thème d'attraction, D'accord. on a identifié la satisfaction des clients qui se baladent dans le parc. Et par cet intermédiaire, donc en fait, alors c'est tout bête, on a mis en place c'était une version plus simpliste. On a mis en place des totems en fait dans le parc. Donc les totems là où par exemple on va récupérer, comme quand on va dans un fast-food en fait pour commander son repas. Donc c'est un espèce de grand écran, voilà. Et donc on l'utilise aussi pour commander différentes choses ou simplement accéder au plan du parc, les horaires des attractions, ce genre de choses. Et nous on en profite pour identifier le comportement du visiteur du parc et déterminer s'il est content, ce qui lui va pas. Voilà. Donc on a fait des petits tests comme ça. Donc c'est pas une campagne marketing parce que j'étais en train de réfléchir rapidement, mais je suis tout sous NDA, donc. Non, Mais c'est-à-dire ça permet qu'aujourd'hui, justement oui, d'avoir une étude d'analyse et sortir du déclaratif qui oui, aujourd'hui a perdu un peu de sa valeur. oui, oui, complètement. Alors, sachant qu'en plus, c'est rare que les personnes, enfin, plus j'utilise ces systèmes-là, plus on se rend compte que les personnes ne vont pas dire, et de toute manière, on voit bien socialement, c'est pas possible, elles vont pas dire toute la vérité directement. C'est exactement ce que je dis dans ma thèse. Ouais, ben voilà, Parce que on est d'accord. moi, en étudiant ce domaine qui m'a fascinée, c'est que parfois on n'a même pas conscience soi-même de la vérité. Donc déjà, entre le on ne veut pas dire la vérité
et la non-conscience de la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, des entreprises comme Sterntech, voilà, sont un peu, enfin, sont beaucoup l'avenir du marketing en général. Et ce que vous faites, voilà, moi je trouve ça génial. Et justement, comment Sterntech aujourd'hui, elle se différencie des autres acteurs du marché, s'il y en a vraiment Ouais. sur ce cas précis? Parce que je sais qu'il y en a qui sont que sur l'emotion AI. En France, j'ai fait un petit peu une analyse de marché. Il n'y en a pas encore tant que ça. Je compare toujours bien évidemment aux États-Unis avec les gros comme Affectiva, Relays, etc. Donc aujourd'hui, comment vraiment Sterntech se différencie? Alors, comment on se différencie? Ben, c'est simple, en fait, ça fait plus de 5 ans qu'on développe notre technologie. Et donc, on est complètement propriétaire de notre technologie. On a utilisé des briques open source à licence non contaminante, hein, ce qui fait que notre logiciel n'est pas open source, il est commercial. Euh, et donc, ben, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est qu'on n'est pas dépendant d'API, de cloudeurs américains, chinois ou même de n'importe quel pays du monde hein, qui va en proposer. Et en fait, c'est ça en fait, qui coûte de l'argent. Donc, il y a deux choses. Donc, on est indépendant, ça veut dire qu'on est souverain. Souverain, ça ne veut pas dire qu'on est franco-français, ça veut dire que si demain on veut le déployer dans une entreprise et rien que dans une entreprise, on peut le faire. Le logiciel, il est autonome, il n'a pas besoin de sortir sur Internet. Et d'ailleurs, on l'avait intégré dans le véhicule de Renault, le Human First Vision, en 2023, donc, ce qui montre bien, la voiture n'était pas connectée, ce qui montre bien qu'on peut être complètement intégré à un système autonome. Ça nous permet d'aller plus vite et ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher pour une raison toute bête, c'est que les API, souvent, ben, n'ont pas la connaissance métier de ce qu'on est en train d'utiliser, et de ce pourquoi elles sont utilisées. Et donc, elles ont tendance à étudier toutes les possibilités. Donc, si je fais une métaphore par rapport au jeu d'échecs, ben, c'est comme si on étudiait que la tour en A1 va aller manger l'autre tour en face en H8. Donc, il n'y a aucun intérêt, le coût est juste impossible. Mais les API, n'ayant pas, alors, soit on va passer du temps à décrire toutes les règles, et donc on réinvente un petit peu la roue, soit on le laisse faire et on laisse l'API tourner. Et donc là, elle va étudier toutes les possibilités avec un double impact. Premier impact, c'est lent. Deuxième impact, c'est cher. Parce qu'on va manger du compute. Et donc, ben, la plupart de nos concurrents sont entre 150 à 1000 fois plus chers que nous. C'est-à-dire que nous, pour la voiture, on est capable de sortir un algorithme qui va prédire, qui va analyser et prédire si la personne peut faire un malaise, par exemple, et pas seulement est-ce qu'elle regarde droit devant elle, ce qu'on a dans toutes les voitures aujourd'hui. Ce sont des systèmes qui sont très très imparfaits, parce que ce sont des systèmes qu'on appelle monomodaux, ils ne fonctionnent que sur un seul mode. Donc quand on va regarder droit devant soi, il n'y aura pas de problème. Mais si par exemple on est sur une pluie battante et qu'on entend, je ne sais pas moi, une ambulance arriver à peu près sur le côté gauche, on la repère au son. Il pleut énormément, donc du coup, on va marquer un petit peu plus l'angle mort, on va tourner la tête pour essayer de voir où elle est pour pouvoir se garer et éviter de la percuter. Là, le système ne va pas détecter ça, il ne va pas comprendre qu'il pleut, qu'il y a l'ambulance, et donc il va biper, ce qui fait qu'on va retourner la tête droit devant soi en croyant qu'il y a un danger. Il n'y a pas du tout de danger, c'est juste qu'on aura tourné la tête trop longtemps sur la gauche. Alors qu'en fait, on a fait ça dans un but de sécurité. Donc les systèmes aujourd'hui qui sont monomodaux, ils sont pas extraordinaires à cause de ça. Ils ont beaucoup d'effets pervers. Et nous, ce qu'on fait, donc évidemment, on fait toute cette analyse, mais moi, mon objectif, c'est d'avoir un impact assez durable, surtout en santé. L'objectif, c'est de dire, bah, la personne commence à avoir des signes de stress intense, par exemple, ou de tristesse intense, ou alors qu'elle est capable de qu'elle est en train de faire un malaise, ce genre de choses. Et l'objectif, c'est pour ça que l'intégration avec dans des OEM, dans des voitures est un peu complexe, puisque il faut que le véhicule sache quoi faire de ce signal. Et moi, l'objectif, ce que j'ai dit à Renault en 2022-2023, c'est il suffit pas que mon système détecte que la personne fasse un malaise, il faut que la voiture elle puisse le confirmer et il faut qu'elle puisse se garer automatiquement en sécurité et appeler les secours. Et là, on aura une utilité.
Parce que si je fais un voyant rouge à une personne qui n'est pas en état de faire quoi que ce soit parce qu'elle fait son malaise, ça sert strictement à rien. Exactement, oui, là, oui, c'est sûr. Et Voilà. justement, ben, mais du coup, comment tu vois dans l'avenir, parce que ça va très vite grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, comment tu vois tout ce neuromarketing dans les 2, 3, comme tu veux, 5 ou 10 ans, comment ça va progresser, à quelle allure? Moi, le gros avantage que je vois à l'IA, quand elle est bien utilisée, alors moi, pour moi, l'IA, c'est un outil, hein. Ça a toujours été qu'un outil. C'est-à-dire que la différence entre l'être humain et l'animal, pour moi, il n'y en a qu'une, c'est qu'on on sait utiliser les outils. C'est bien décrit dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, quand on a notre ancêtre qui prend un os, alors je ne sais pas lequel c'était parce qu'ils sont tellement gagnés, mais qui prend un os et qui tape dessus. Et c'est à ce moment-là, ou quelques secondes après, que le monolithe arrive pour montrer un saut dans l'avancement de l'espèce humaine. Et effectivement, il prend l'os, il l'utilise comme une arme. Voilà. Et donc, mais c'est un outil. La problématique qu'on a avec les outils, c'est que en fonction de l'intention qu'a son auteur et l'intention qu'a son utilisateur, ça peut être quelque chose de positif comme de très négatif. Donc de positif, on peut avoir, je sais pas, ben, on parlait des EEG, on parlait des EEG tout à l'heure, donc voilà, tout ce qui va être médical pour soigner, évidemment que c'est un usage positif. Mais si on parle de la bombe atomique, l'usage positif de la bombe atomique, on le cherche encore. Donc, Oui, donc forcément, tout dépend de comment on l'utilise. Donc nous, l'objectif, c'est que le design de la solution apporte quelque chose. Et l'avantage que je vois dans l'IA, c'est la démocratisation. Et donc nous, comme on est sur une solution, on est propriétaire, où on arrive à faire des prix bas, parce que c'est l'objectif, c'est de pouvoir démocratiser. Donc là où avant, les enquêtes marketing, neuromarketing et neuromarketing comportemental, c'est-à-dire en plus avec des psychologues et puis un petit mode labo pour analyser. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur des grands groupes ou des fonctions de recherche. Eh bien, demain, je sais pas moi, le boulanger qui veut sortir un nouveau produit, n'importe lequel, hein. Ça peut être un pain à une graine qui est particulière, qu'il a été trouvé dans je ne sais pas quel pays. Eh ben, il peut faire avec notre système on le fait à 10 euros 10 euros par panéliste. Donc même s'il le fait sur une cinquantaine de ses clients, imaginons qu'ils sont volontaires, ça lui coûte 500 euros pour savoir ben, qui va apprécier, qui va pas apprécier, est-ce que c'est une bonne idée, plutôt que de le faire. Alors évidemment, un boulanger, c'est facile, on pourrait se dire, il fait la baguette et puis il voit bien si on l'achète ou pas. Et c'est vrai, c'est exactement comme oui, ça qu'il faut faire. Mais sur des cas plus, mais c'était un exemple, et sur des cas plus complexes, par exemple ce qui va être de la PMI, petite moyenne industrie, où on va devoir faire ben, des chaînes de montage, des choses un petit peu plus industrielles, etc. Et ben, investir 500 euros pour savoir qui va être intéressé par le produit, comment vendre le produit, parce que dedans on intègre l'expérience sensorielle aussi, et donc le, faire communiquer le produit sur le mode émotionnel ou de rationalisation qu'attendent les principaux clients. Et bien ça, c'est quelque chose qui était réservé vraiment au grand groupe. Et là, aujourd'hui, on peut l'intégrer pour tout et n'importe quoi. Et on pourrait même l'intégrer sur de la simulation d'achat en B2C, même d'un nouveau canapé, d'une nouvelle télé, et ce genre de choses en fait. Et on pourrait même s'auto-tester pour arriver à trouver de manière objective, arriver à trouver des objets qui nous plairaient et qui répondent à notre sensibilité. ah oui, Donc on peut c'est- imaginer énormément de choses en fait, mais le effectivement, gros intérêt que je vois, c'est la démocratisation, vraiment. oui, moi, c'est comme ça que je le vois également. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que les entreprises, que ce soit une PME ou une PMI, elles sont prêtes à intégrer ce type d'approche dans leurs décisions? On a encore le choix de faire ou de pas faire, ce qui est
sûr, c'est que les personnes qui vont le faire, ça va leur donner non pas un avantage compétitif, hein, ça ce serait vraiment marketing de ma part pour le coup de le dire, c'est le slogan, ça leur donnera une autre vision en fait. Et ça leur permettra de rechercher à adapter leurs solutions de manière différente en leur donnant un effet miroir avant même que la production soit établie. Donc on est vraiment sur quelque chose qui permet d'améliorer la conception du produit en la basant sur la future satisfaction de ses clients et la taille du marché. Donc ça change la conception du produit en fait. Donc, D'accord, donc aujourd'hui, les gens, par exemple, les gens qui n'ont pas de chat GPT, ils ratent pas grand-chose. Je- Mais quand j'étais petit, les gens qui n'avaient pas de calculatrice rataient pas grand-chose. Et aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de téléphone sont un peu handicapés. Donc c'est une question d'échelle de temps. Je ne sais pas dire si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, mais ce qui est sûr, c'est que ça va créer une différenciation parce que c'est le propre de l'espèce humaine que d'inventer des outils et de les utiliser. Et l'humain qui n'arrive pas à utiliser de nouveaux outils, alors il y a encore une phase de période et ça ne se déploie pas de manière du tout homogène dans les tranches d'âge, dans les cultures, mais, mais sur un horizon long, c'est sûr que les choses vont changer. Donc, est-ce que nous, on sera toujours en vie à ce moment-là? Je ne sais pas le dire. Mais par contre, ce qui est intéressant, et ça aussi c'est propre à l'espèce humaine, c'est qu'on est dans une phase de découverte. Et que l'espèce humaine est vraiment une espèce qui, par rapport à l'espèce animale plus classique, on va dire, cherche toujours à repousser les limites de la connaissance. Et donc là, on est en plein dedans, on est dans une révolution cognitive qui est, je trouve, très très intéressante à un moment où on est noyé sous l'information et où justement, je trouve que l'être humain a intérêt à se faire un avis sur ses propres mécanismes cognitifs pour ne pas être dupe d'eux-mêmes et arriver à avoir un avis critique sur tout l'environnement qu'on a autour de nous. oui, l'esprit critique, ce sera la qualité, c'est la qualité actuelle et la qualité à avoir avec la montée de l'IA en puissance. Et l'être humain, aujourd'hui, oui, se doit de garder cet esprit critique, voire de le développer davantage, à mon sens. Pour conclure, je voulais te demander quel conseil donnerais-tu à des futurs professionnels qui souhaitent évoluer justement dans ce type de métier, entre interface IA, data, stratégie d'entreprise et neurosciences? Elle est très Alors, large, ma question, je sais, mais comme tu oui, as non. énorme, t'as un CV en neurosciences, en marketing sur tous les points, donc je pense que tu peux y répondre assez facilement. Alors, je vais répondre avec une technique qui est pas du tout de la langue de bois, mais c'est tout simple, ça se résume en un mot, c'est de la curiosité en fait. Et c'est la curiosité qui va faire qu'on va s'intéresser à un sujet et qui va nous faire nous demander, bah, tiens, ce sujet-là, pris tout seul dans son coin, il est intéressant, mais si on le met en interaction avec une autre chose. Et en fait, c'est d'être son propre chercheur, faire son propre petit laboratoire, même dans sa tête. Et donc, ça se résume à de la curiosité. Et si je fais ça avec ça, ça fait quoi? Et si je fais ça avec ça, ça fait quoi? Et toujours se poser des questions, avoir cette gymnastique. Et 90% du temps, on est déçu, mais 10% du temps, on trouve des trucs sympas. Donc, c'est ça Super, mon conseil. super. Merci infiniment, Christophe, pour cet échange. Donc, on comprend bien que derrière les technologies développées par Startech, il y a une vraie réflexion stratégique sur la décision, la performance et l'usage de l'IA en entreprise. Donc, merci infiniment encore une fois pour ce partage d'expérience. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un prochain épisode sur le podcast du MDMCI.